Chers amis, le conseil exécutif du MEDEF, du Mouvement des entreprises de France, se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue, pour dire que l'université d'été du MEDEF 2010 est ouverte et avec un sens de l'innovation particulièrement aigu pour cette édition. Vous avez vu le thème de notre université d'été de cette année, l'étrangeté du monde, mode d'emploi. Pourquoi l'étrangeté du monde? Parce que les transformations sont tellement profondes, parce que la vitesse de ces transformations est tellement fulgurante, que bien souvent, ce que nous croyions connaître, nous réalisons que nous avons du mal à le décrypter, à l'interpréter et même à le comprendre. L'étrangeté du monde, mode d'emploi. Mode d'emploi parce que je crois que nous avons en nous, les entrepreneurs, la conviction qu'il y a des voies à prendre pour faire face à ce nouveau monde, qu'il y a des solutions et que l'homme, avec sa créativité, son audace, son imagination sans limite, peut soulever bien des montagnes. Mais tout cela ne peut se faire que si nous sommes capables de réfléchir, de penser, de débattre. Et notre université d'été, que nous aimons tant, est un lieu d'échange, de confrontation tout à fait exceptionnel. Et je crois que pendant les 3 jours qui viennent, vous allez pouvoir assister, participer à des confrontations d'idées sans tabou, mais d'une manière toujours respectueuse. Mais ces confrontations, si nous voulons qu'elles soient vraiment fructueuses, il faut qu'elles aient lieu à la plus grande échelle possible. Il faut tout faire pour éviter de raisonner entre nous d'une manière repliée et étriquée. Pour organiser la confrontation à la plus grande échelle possible, bien sûr, il faut avoir un regard international. Et dans quelques secondes, nous allons, au fond, esquisser quelques réflexions sur les scénarios économiques à venir, en échangeant, non seulement depuis ici, Jouy-en-Josas, mais aussi depuis Düsseldorf, mais aussi depuis Riyad, depuis Pékin. Et commençons tout de suite. J'ai évoqué un chemin vers l'Est, alors commençons dans l'autre direction, je dirais go west. Et allons en Californie. En Californie, où nous attend John Chambers. John Chambers, le grand patron, chairman and CEO, comme on dirait en anglais, de Cisco. Je crois que vous connaissez tous Cisco. Et finalement, quand on parle d'un nouveau monde, Cisco en est un des opérateurs les plus importants et peut-être même un des acteurs qui a structuré ce nouveau monde. Et John Chambers est considéré aux États-Unis comme un des plus importants et des plus admirés des CEO américains. Je ne vous listerai pas le nombre de prix que John ou son entreprise a reçu ces dernières années. Donc nous avons le plaisir d'accueillir par téléprésence, grâce aux installations de Cisco, John Chambers avec nous à l'université d'été. Je voudrais que nous puissions échanger avec lui sur les scénarios économiques. Nous avons tous le sentiment que nous sommes en train de sortir de la crise, mais nous avons aussi tous le sentiment qu'il y a encore de grandes incertitudes. Donc si vous le voulez bien, je voudrais lancer la conversation avec vous, John, et merci encore d'être là, en vous demandant quel scénario êtes-vous relativement optimiste sur l'économie à venir pour votre pays, la région
de l'Amérique, mais plus généralement pour le monde. Maybe I would say that in English, yes. I was not sure that there was any translation. I was just saying to be very... okay, to be direct. I'm getting translation back. Okay, Je reçois la traduction, c'est bon. The recovery is there, or is it still Donc, ahead? la reprise est là ou est-elle encore à I venir? think you've watched over the last 3 years. Je crois que pendant les 3 dernières années, vous avez pu constater, malheureusement ou heureusement, que Cisco était la première société en 2007 à alerter le monde. On avait vu qu'il y avait un ralentissement. Et en janvier 2009, au Forum mondial de l'économie, on était trop optimiste. On pouvait voir que les choses changeaient au niveau mondial et c'est ce qui s'est passé au cours de la dernière année et demie. Vous avez pu voir les pays développés, l'Europe de l'Ouest, les États-Unis et même l'Asie progresser chaque trimestre régulièrement. Et récemment, au début du mois d'août, nous avons annoncé qu'il y avait une forte progression dans la plupart des zones géographiques du monde. Aux États-Unis, on a une augmentation de 20%, en Asie 20%, et 35%. Et je félicite tous les gouvernements européens. Je pense qu'apparemment, il y a une bonne solidité en Asie également. On a pu voir qu'il y avait de bons résultats. Aux États-Unis, il y a de bonnes tendances. Si l'on regarde les chiffres, la plupart des chefs d'entreprise pensent que l'économie va augmenter un petit peu en dessous de 2% pendant les prochains mois. Donc il n'y aura pas beaucoup de dépenses au niveau des emplois, plus au niveau du capital. Du point de vue de la technologie, les perspectives sont bonnes. La confiance, par contre, aux États-Unis est un petit peu faible au niveau de la création d'emplois. Merci beaucoup. Ce que vous annoncez sont de bonnes nouvelles. Le sujet donc de ce campus d'été, de cette université d'été, est l'étrangeté du monde mode d'emploi. Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez comme juste? Est-ce que c'est étrange, le monde d'aujourd'hui? Et quelle est votre solution à vous pour répondre à ce défi? Je vous ferai part de quelques réflexions. Je sais que peut-être mon devoir ici est de vous lancer un défi, mais je pense qu'en tant que dirigeant d'entreprise, nous avons plusieurs éléments à l'esprit. D'abord, comment nous positionner sur le plan de la productivité, comment créer de nouveaux revenus, et ensuite, comment s'adapter aux aléas de l'économie au fur et à mesure. Et donc, il faut être très prudent lorsqu'il s'agit d'une transition. Et vous avez très justement parlé de rapidité, d'économie d'échelle, de rapidité de réaction. Et donc, dans des périodes de baisse économique, on marche vers une transition. Et à ce moment-là, il faut savoir qu'on peut regagner des parts de marché, que des nouveaux marchés s'ouvrent. Ça a été vrai à plusieurs reprises, en 97, en 2003 et jusqu'en 2010. Donc, ce qui peut vous intéresser, c'est de savoir que il est très important pour les entreprises de se constituer en réseau. Je vais vous parler des enfants qui arrivent sur le marché du travail. Moi, je suis un dirigeant d'entreprise comme beaucoup d'entre vous dans cette salle. Eh bien, le mode que nous connaissions appartient au passé. Maintenant, tout fonctionne par les réseaux. Donc, vous êtes peut-être dans une société et vous participez à une première réunion. Vous allez parler d'une chose, vous allez parler de l'environnement pendant la troisième réunion et vous allez parler de la tendance économique dans la quatrième. Donc, on passe en fait d'un poste à l'autre et donc nos dirigeants doivent travailler en collaboration.
le corollaire est que on peut arrêter des activités très rapidement, par contre on peut augmenter le nombre d'activités rapidement. On a, nous, ajouté 3000 personnes à nos employés et on va continuer à ajouter à peu près le même nombre d'emplois dans l'année qui vient pour arriver à 7000. Nous avons réussi à augmenter nos parts de marché sur toutes les catégories de produits à une vitesse beaucoup plus rapide qu'auparavant. On a réussi à entrer sur de nouveaux marchés, au Moyen-Orient par exemple, ou en Chine. Donc notre réflexion clé est qu'il faut se concentrer sur les transitions de marché. Il faut savoir où on sera d'ici 5 ou 10 ans. Il faut avoir une stratégie sur 3 à 4 ans. Et ce n'est qu'après que vous commencez à réfléchir sur ce que vous allez faire dans les 12 prochains mois. John, la crise a été extrêmement difficile pour tous. On a tous souffert. Les sociétés ont souffert. Est-ce que vous êtes encore optimiste aujourd'hui? Je suis optimiste au sujet de l'avenir. Au niveau de l'économie mondiale, il y a une bonne résilience en Europe qui a été un exemple pour tous. Dans l'Asie et le Pacifique, il y a l'Inde et la Chine qui sont très forts. Nous avons travaillé avec eux depuis les dernières 30 années. Ensuite, la technologie et les réseaux vont pouvoir créer de nouveaux emplois. La santé va changer considérablement. L'éducation va changer également. Et si on regarde les relations que l'on a avec nos clients, avec nos employés, on sait que cela va changer. Eh bien, nous allons rentrer dans une nouvelle ère où nous aurons plus de 20 000 personnes travaillant pour nous et qui vont utiliser les technologies et se former pour leur avenir. On a réussi à diminuer les coûts de technologie de 25% dans notre société et on arrive à atteindre le client beaucoup plus rapidement. On arrive à s'adresser à New York à la mi-journée et à l'Asie en fin de journée. Donc, toutes ces technologies seront utilisées non seulement par les entreprises elles-mêmes, mais par les autorités de la santé, par l'enseignement. Cela permettra de développer la qualité des enseignants dans toutes les salles de classe. Et donc, je suis très optimiste au sujet du rôle de la technologie qui sera capable de faire face aux différents défis auxquels nous sommes confrontés. Donc, ce n'est pas seulement vrai pour les États-Unis, mais dans le monde entier. Il faut que les gouvernements travaillent entre eux également et il faut que nous participions tous à cette création d'emplois qui est indispensable pour la reprise. Merci John d'être parmi nous aujourd'hui grâce à votre technologie. C'est un petit peu dommage qu'on ne peut pas célébrer avec vous en buvant une coupe de champagne ensemble, mais ce sera la prochaine étape de votre technologie. Merci John. Thank you. On va malheureusement quitter la Californie et tout l'imaginaire qui va avec. Et je voudrais que nous allions retrouver Jürgen Thumann, qui est avec nous à Düsseldorf. Et puis, en même temps que nous discuterons avec Jürgen Thumann, nous aurons l'opportunité d'être avec Wang Yen à Pékin, avec Hari Bhartia à New Delhi, avec Tom Donahue à Washington et pour finir avec Jacques Diouf, le directeur général de la FAO aux Nations Unies. Donc dans quelques instants vont apparaître les visages de nos autres invités. Jürgen Thumann est quelqu'un que nous connaissons bien au MEDEF. Jürgen Thumann est le président actuel de Business Europe et il est aussi le vice-président du BDI. C'est un patron de la métallurgie en Allemagne qui a toujours une sensibilité internationale qui apporte beaucoup à nous tous. Et puis, nous irons, comme je vous l'ai dit, à New Delhi, rejoindre Hari Bhartia, qui est le président de la Confédération industrielle indienne. Nous irons à Washington également avec Tom Donahue, qui est le président de l'US Chamber of Commerce. Et nous irons également à Pékin et également à Riyad. Alors là, je crois que voici au milieu, nous avons New Delhi, non, maintenant sur peut-être plus écran. Je vois aussi Monsieur Diouf qui nous a rejoint.
Et je souhaitais... Bonjour Monsieur Diouf, vous êtes un habitué de nos universités d'été et nous sommes contents de vous accueillir une fois de plus. Et là, d'une manière tout à fait spectaculaire, puisque si je ne me trompe pas, vous êtes à Riyad. C'est ça? Yes, in Saudi Arabia. Très bien, et donc je cherche Jürgen Thumann qui n'est pas là, mais qui va probablement pas tarder à apparaître à l'écran. Ah, Jürgen, merci, voilà, c'est assez magique. Jürgen, on est très très content de t'accueillir ici à l'université d'été du MEDEF. Il y a plusieurs milliers de chefs d'entreprise français qui sont devant les écrans en train de vous regarder. Nous avons ouvert avec John Chambers qui nous a donné une vision plutôt confiante et plutôt optimiste de l'évolution de l'économie, en tout cas pour les États-Unis, mais même pour le monde. Jürgen, tu es particulièrement bien placé, d'abord parce que en tant que vice-président du BDI, tu vois la vitalité des entreprises allemandes et leur capacité à répondre à la demande mondiale, mais tu es président de Business Europe. Merci de nous dire quelle est ta vision de l'économie aujourd'hui, les perspectives que tu dresses pour le futur immédiat. Are you asking me, Laurence? Yes, I'm asking you, Jürgen. You want me to say that in English? But yes, I can, of course. Je peux répondre, oui. Pour parler de la situation du marché financier, je dirais que le pire est derrière nous maintenant. Mais cela ne signifie pas que nous puissions être trop optimistes. Cela ne veut pas dire que cette crise financière ne peut pas se reproduire. Et donc, nous marchons sur des œufs et dans certains secteurs, certains ont déjà réouvert l'étape de casino. Mais si l'on veut parler de l'ensemble de la communauté des entreprises, je pourrais dire que la base financière est beaucoup plus saine par comparaison à il y a 6 mois ou même 12 mois. Donc il n'y a plus de resserrement de crédit. Donc nous avons la possibilité financière maintenant d'aller de l'avant et d'obtenir des crédits en quantité suffisante pour nos investissements. Et cela me rend assez optimiste. Vous n'avez pas peur d'un double plongeon? Non. J'étais déjà optimiste. Vous vous souviendrez des discussions que nous avons eues par le passé. Et je considère qu'il n'y a plus vraiment de risque de connaître un double plongeon. Je crois qu'il faut accepter que de nombreuses raisons nous poussent à l'optimisme. Si on regarde les taux de croissance, par exemple, qui sont projetés pour l'Europe des 27, et ainsi que tous les autres États membres, on parle à ce moment-là de 34 pays. Eh bien, ces pays prévoient un taux de croissance au-dessus des 2%. Et comme vous le devinez, je suis allemand, et donc je me permettrai de mentionner l'Allemagne. Et nous pensons avoir un taux de croissance qui atteindra peut-être 3 ou 3,5%. Et ce qui est un très très bon taux de croissance pour l'Allemagne, et aussi pour l'Europe, bien entendu. Et si on regarde l'année prochaine, nous avons également de nombreuses raisons d'être optimistes. Mais là, tout dépend énormément des pays de l'autre côté de l'océan. Et j'attends avec impatience d'entendre mes collègues de l'étranger et de ces différents lieux dans le monde. Merci beaucoup, Jürgen. Ça, c'est le deuxième signe d'optimisme qu'on nous donne aujourd'hui. C'est excellent. Hari Bhartia, vous êtes le président de la Confédération de l'industrie indienne. Évidemment, nous regardons tous aujourd'hui votre pays avec beaucoup d'intérêt. Vous-même, quel scénario envisagez-vous sur le plan économique pour les mois et les années à venir? Yeah. Thank you, Laurence.
Merci Laurence. Les résultats du dernier trimestre viennent de sortir et vous avez peut-être vu que nous avons connu une augmentation de 8,8%. Nous espérons bien terminer cette année financière en arrivant presque jusqu'à 9% de croissance pour l'année. Et je considère que cette croissance sera durable dans les prochaines années. Du point de vue des chefs d'entreprise, j'ai rencontré de nombreuses personnes pendant ces 4 derniers mois. Et je dois dire qu'au cours des 2 dernières années, à cause de la récession, de l'incertitude, les sociétés indiennes n'avaient pas beaucoup investi pour augmenter leurs capacités. Et je pense maintenant que certaines industries comme l'automobile, avec un taux de croissance dernièrement de 40% presque, commencent à investir en grande quantité pour augmenter leur capacité. Nous avons subi des contraintes de capacité dernièrement. Et donc, il est nécessaire d'augmenter ces capacités pour l'année à venir. Donc, je pense qu'il va y avoir encore cette tendance. Mais d'un autre côté, l'Inde avait également prévu d'investir considérablement dans le nouveau plan pour l'infrastructure. Je crois qu'on va atteindre 450 milliards. Et au fur et à mesure que ce programme se déroulera, on prévoit d'arriver à $1 trillion. Et donc, même dans le domaine des infrastructures, il va y avoir beaucoup d'investissements qui vont alimenter la croissance en Inde. Il y a aussi une chose que je souhaite dire à mes amis ici, c'est que même dans la pire année de la récession, une partie de l'économie, qui est l'économie agricole, a continué à croître à un rythme satisfaisant. Au cours des dernières 5 à 6 années, le gouvernement a dépensé une grande partie du produit intérieur brut pour financer les programmes sociaux en Inde, que ce soit pour l'éducation ou pour des garanties à l'emploi, des garanties alimentaires aussi. Et cette partie-là de l'économie, à mon avis, a connu un fort taux de croissance. Et donc, il y avait toute une partie agricole de l'Inde qui ne faisait pas partie du flux général, mais ces personnes sont devenues des consommateurs. Elles étaient en marge auparavant. Et donc, on n'attendait pas du tout que la croissance puisse prendre son origine dans cette partie-là. L'année dernière, la croissance était bonne, mais nous espérons arriver presque à 3% cette année, parce que les pluies ont été bonnes. Donc, la mousson a été bonne. Nos préoccupations, par contre, serait que nos exportations ne croissent pas suffisamment. Vous savez qu'on est parti d'une base assez faible l'année dernière, et donc nous considérons que ce secteur pose des défis. Mais nous espérons que ces exportations vont croître rapidement. Ça serait un bon signe, montrant que l'économie indienne est en pleine croissance. Si vous parlez aux différents chefs d'entreprise ici, qui desservent leurs marchés nationaux, eh bien ces marchés sont en hausse. Et je crois qu'on va pouvoir constater de bons taux de croissance. Les sociétés, même en dépit d'une certaine incertitude, essayent d'exporter vers l'Afrique, vers l'Asie, où il y a une bonne croissance, et aussi en Amérique latine. Et donc cette coopération avec le Sud est en train de s'étendre. Désolée de vous interrompre, mais nous avons beaucoup de personnes à écouter encore. En tout cas, nous sommes vraiment heureux d'entendre que de votre part aussi et de votre pays aussi, il y a des bons signes avant-coureurs. En tout cas, vous serez heureux d'entendre qu'en France, les chefs d'entreprise considèrent qu'il y a quelque chose qui émerge et qui est très important avec ces leaders D20 qui sont heureux de se rencontrer et de discuter ensemble.
Nous pensons que c'est quelque chose de très important et qui contribuera à stimuler la croissance dans le monde. Et nous avons été très heureux de pouvoir en discuter avec vous. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais aller plus vers l'Est, vers Pékin. Alors, vous êtes avec nous, Yan? Wang Yan. Je pense que vous allez apparaître à l'écran dans un instant. Wang Yan est le patron d'un opérateur de téléphonie et d'Internet en Chine, qui est le troisième opérateur. Donc, troisième opérateur de téléphonie mobile et d'Internet en Chine. On imagine la dimension de l'entreprise. Et Wang Yan va nous rejoindre dans une seconde, je suppose. Un peu plus d'une seconde, il faut un petit peu de temps avant que l'image apparaisse. Et nous allons pouvoir lui demander si lui aussi, il voit les choses de manière rassurante pour la Chine, sachant que là-bas, le problème est peut-être moins celui du taux de croissance que des risques éventuels de surchauffe. Parce que si Wan n'est pas là, je vais peut-être passer à quelqu'un d'autre. Alors je vais passer, je repars du côté ouest et j'ai la joie d'accueillir Tom Deneuillou à Washington. Tom. Ah, Tom. Alors je suis très contente de présenter à tous les chefs d'entreprise français. Ah, n'interprétez pas ce signe, s'il vous plaît. Allô, allô. Ah, bon, alors, Tom, je reviens à toi juste après. Je suis contente d'accueillir Wang Yan qui est avec nous. Wang, je disais que vous êtes... Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Vous très voulez bien. que je parle français? En français, c'est parfait. Et je disais que vous étiez le patron d'un des plus importants opérateurs de téléphonie mobile et d'Internet en Chine. Je ne me trompe pas? Est-ce que je me trompe? En fait, nous sommes un des plus grands opérateurs d'Internet au niveau de l'information générale. Nous sommes le plus grand portail de l'information générale. Très bien. Et jusqu'à présent, quand nous avons fait ce tour, ce mini-tour de la planète, nous avons vu des signes plutôt encourageants qui nous ont été donnés par John Chambers depuis la Californie. Jürgen Thumann, au nom de l'Allemagne et de l'Europe, a exprimé également des propos plutôt rassurants sur les scénarios économiques. L'Inde est également, semble-t-il, en marche et la demande intérieure réelle. Que se passe-t-il en Chine? Je ne vais pas vous demander votre taux de croissance parce que nous ne voudrions pas avoir un coup de blues ici. Mais y a-t-il des risques de surchauffe chez vous? Oui, tout à fait, Laurence. Merci beaucoup d'avoir cette occasion pour parler. Alors, votre question me permet de réfléchir un peu sur les côtés positifs et les côtés négatifs de notre économie. Et un peu comme l'indique le mot crise en chinois, le bon côté et le mauvais côté résident souvent dans le même fait. Alors, si vous étiez un Chinois, si vous voulez dire la crise financière, alors vous allez dire ainsi, le risque et l'opportunité financière. Donc, c'est ainsi les Chinois raisonnaient. Très souvent, nous avons overheating, mais très souvent aussi, nous sommes optimistes. Et donc, là-dessus, je voudrais développer quelques points avec vous. Donc, vous avez dit la croissance, vous connaissez déjà tous, mais en réalité, derrière cette croissance, il y a aussi beaucoup de faits cachés. Alors, les demandes extérieures s'éclatent et les demandes intérieures ne sont pas encore tout à fait prêtes pour prendre le relais. En 2009, la croissance du PIB
est due normalement à l'investissement favorisé par la politique de stimulus. Alors, l'investissement, en lui seul, apportait déjà 8% de la croissance au PIB, la consommation 4,6%, quant à l'exportation, elle a tiré le PIB vers le bas de 3,9%, ce qui a complètement inversé le schéma traditionnel de la croissance chinoise. Et donc, si on regarde plus près encore dans les détails, on trouve encore plus de faits dissimulés par cette croissance. J'en évoque seulement quelques-uns. Par exemple, trop d'investissement public, pas assez d'investissement privé. Alors, les grosses entreprises publiques sont trop imposantes et les petites et moyennes entreprises privées, elles restent encore très faibles et ça reste encore une zone difficilement accessible par les mesures de redressement. Encore un exemple, trop de construction de réseaux, d'infrastructures, pas assez de développement dans le secteur de services, et qui n'occupe que 40% de notre PIB. Et finalement, la classe moyenne, c'est ceux qui consomment. C'est accru, bien sûr, très fortement pendant ces dernières années, mais la consommation des ménages ne s'envole toujours pas. Elle est à seulement 35% du PIB. La raison est, pour l'essentiel, le revenu des ménages progresse trop lentement. Par rapport au PIB, il est descendu jusqu'à 43% en 2009. Alors, vu la contrainte du temps, je ne veux pas développer tout. Alors, ces déséquilibres peuvent apparaître très perturbants pour un développement durable de l'économie, mais en réalité, ils sont aussi la clé pour entamer une réforme structurelle du mode de développement en place depuis plus de 30 ans en Chine. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous considérez toujours comme un pays émergent? Parce que vous savez, nous, souvent, on commence à penser que vous êtes un pays déjà émergé. Écoutez, ces déséquilibres peuvent vous montrer déjà que la Chine a encore un grand potentiel et en suivant cette voie de réforme sur le mode de développement, je pense que nous allons développer tous nos potentiels d'un pays en tant qu'un pays émergent. Alors, encore quelques exemples sur le potentiel, par exemple, qui est propre à un pays émergent. Alors, la modernisation de l'intérieur de la Chine, de l'ouest de la Chine, par exemple, il y a un besoin énorme, immense en infrastructure, en énergie et en logement pour plus de 800 millions de personnes. Et 200 millions de personnes migreraient dans les 10 ans à venir de régions rurales vers les zones urbaines. Et il y a plus de 1000 villes qui sont en train de se former derrière les métropoles comme Pékin et Shanghai. Et aussi l'adoption de la nouvelle technologie. Par exemple, Internet, nous comptons déjà plus de 400 millions d'internautes. Le chiffre vient de dépasser celui des États-Unis. Et aussi dans la téléphonie mobile, nous sommes le plus grand marché du monde. Et donc ce chiffre est en train de grossir. Donc vous êtes en train de dire qu'il y a du business pour nos entreprises. C'est encore faible par rapport à certains pays développés en Occident. Yan Wang, vous êtes en train de dire qu'il y a plein de business pour nos entreprises. Voilà, exactement. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Merci beaucoup, Yan Wang. Là, il y a Tom qui est avec nous. Je suis très contente. Merci, Yan Wang. Je suis très contente d'accueillir Tom Donohue. Tom Donohue est le président de l'US Chamber of Commerce. Autant dire que vous avez là pratiquement
le président du lobby peut-être le plus important de Washington, et un homme qui est à la rencontre de tous les grands CEO américains et des aussi plus petites entreprises. Et Tom, je crois que vous êtes mieux placé que n'importe qui pour nous dire la santé des États-Unis, comment vous voyez les choses, et comme vous êtes, comme nous tous, de plus en plus investis dans les relations internationales, quels sont les scénarios économiques à l'échelle du monde que vous voyez pour les mois et les années qui viennent? Merci d'être avec nous, Tom. Écoutez, Laurence, merci infiniment. Je suis ravi d'être avec vous et je suis très heureux d'avoir la possibilité de continuer à travailler avec vous et avec vos collègues français quand vous prendrez la présidence du G8 et du G20. Dans le même temps, je souhaite être très clair sur un point. Certes, je suis irlandais, certes, je suis optimiste, néanmoins, nous avons encore de sérieux défis aux États-Unis. Notre taux de croissance a été revu à la baisse à 1,6% pour le dernier trimestre. Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas possible de créer des emplois nouveaux aux États-Unis si on n'a pas un taux de croissance aux alentours de 4-5%. Donc même si la bourse est relativement stable, même si la trésorerie est là pour l'investissement, vous avez des secteurs comme l'agriculture qui vont très bien. Et nous devons être en mesure de créer des emplois pour redonner du travail aux Américains. Nous avons créé 20 millions d'emplois dans les 10 années à venir. Nous avons besoin de remettre sur pied le secteur de l'immobilier, ça ne va pas se refaire tout de suite. Nous avons besoin de réguler les marchés des capitaux, les marchés financiers. Et tout le monde est en faveur de cela. On est tous d'accord avec l'idée. Si on a 540 différents législateurs, ça va prendre des années. Donc, il y a une chose de certaine pour l'Amérique des entreprises, c'est qu'on a tous des inquiétudes par rapport à ce que va coûter la nouvelle politique de la santé, par rapport à ce que va signifier les réglementations sur les marchés des capitaux, ce que vont vouloir dire les nouvelles réglementations. On est tous inquiets de la croissance économique. Et du coup, les investisseurs, eh bien, ils gardent leur volant d'investissement. Et donc, à nous de travailler avec le gouvernement pour créer un environnement de plus de certitude, pour qu'il y ait des relations commerciales plus vigoureuses à travers le monde. Nous devons mettre un point final à ces accords commerciaux que nous avons négociés. Nous devons aborder les choses de façon pratique. Nous devons comprendre qu'il faut remettre notre maison en bonne. Il nous faut réduire nos déficits et qu'il va sans doute augmenter certains impôts. Donc c'est vrai que nous avons une situation ici. Merci beaucoup, Tom. Vous avez dit que pour créer des emplois, vous avez une croissance de 3, 4, voire 5%. Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre ce taux de croissance? Car nous aussi, nous avons besoin d'une solide croissance afin de tirer la croissance européenne. Eh bien, j'aurais tendance à vous dire, si vous pouviez, vous aussi, avoir une bonne croissance en Europe, étant donné que vous êtes notre partenaire commercial, on pourrait en profiter. Nous sommes le plus gros partenaire commercial de l'autre. Et ce qui fait un petit peu peur quand on regarde les croissances économiques un peu partout dans le monde, c'est de constater que, et aux États-Unis, on n'atteint pas notre potentiel. Mais bon, en fait, la conclusion est très simple. Il faut éliminer les incertitudes et donc il faut que nos gouvernants nous exposent clairement quelles sont leurs politiques. Nous devons mettre en place des politiques commerciales vigoureuses et nous devons trouver le moyen de créer des emplois. Si nous avons 10% de chômage, voire plus, nous allons avoir énormément de difficultés à faire progresser nos économies. Et par ailleurs, nous savons que nous sommes dans de nombreux pays dans une période de préélectorale. Tom, vous nous avez dit que vous aviez besoin de consolidation budgétaire dans votre pays. En fait,
Je pense que nous devons faire très attention aux propositions qui sont faites. Nous devons rétablir la stabilité et nous assurer que les choses ne vont pas changer toutes les 20 minutes. Donc, je suis très sérieux quand je vous dis que les changements sur les marchés des capitaux qui sont opérés aux États-Unis, pour l'instant, on ne saura pas où ça va mener d'ici 2 ou 3 ans. Nous, ce qu'on veut, c'est que les réductions d'impôts soient maintenues, que l'on puisse rétablir un environnement qui permette aux entreprises de commencer à investir. Sinon, vous allez avoir des PDG comme ceux qui sont là, assis dans cette salle, et qui vont se dire, moi, je n'investis pas parce que je ne suis pas certain d'avoir un bon retour sur investissement. Et alors que la productivité est meilleure que jamais. Donc, toutes les conditions sont réunies, sauf un contexte d'incertitude. Et nous avons besoin de certitude, et vous allez voir, ça va décoller dans les années à venir. Merci. Nous avons parlé commerce. C'est demain que nous allons accueillir Pascal Lamy dans notre université d'été. Pascal Lamy, qui est directeur général de l'OMC. Donc, nous allons lui faire passer votre message, à savoir que la communauté des entreprises américaines veut aller de l'avant sur les accords commerciaux. Oui, nous devons parvenir à un accord commercial international et si nous y parvenons, vous allez voir que les économies américaines et européennes vont progresser de façon spectaculaire. Merci beaucoup, Tom. C'était très, très intéressant de vous écouter ici cet après-midi. Merci d'avoir été avec nous. J'ai le plaisir de conclure avec vous, Monsieur Diouf. Vous êtes actuellement à Riyad. Nous venons de faire un tour d'horizon de quelques points de vue de représentants des communautés d'affaires de par le monde. Nous avons parlé crise économique et les signaux sont plutôt encourageants, même si Tom Donohue mettait l'accent sur le degré d'incertitude. Il y a eu ces dernières années la crise économique, il y a eu aussi la crise alimentaire. Est-ce que vous considérez que nous sommes du coup en train d'oublier ce dossier? Est-ce que vous les considérez comme liés? Et quel est le scénario que vous prévoyez pour les mois et les années qui viennent? Merci Laurence, c'est un plaisir d'être avec vous et avec nos amis français. Je pourrais dire que, d'une part, nous ne sommes plus dans la grave crise de 2007-2008, où nous avons vu le ratio des stocks à l'utilisation pour les céréales de 22%. Nous sommes maintenant pour le blé à un taux de 27%. Cependant, la situation reste quand même influencée par les facteurs climatiques et notamment la sécheresse que nous avons vue en Russie, les inondations en Asie et notamment au Pakistan. Et la conséquence de tout cela est que les prix du blé sont de 28% au-dessus de ce qu'ils étaient l'année dernière et les prix du maïs sont de 22% au-dessus de ce qu'ils étaient l'année dernière. Si on regarde la production mondiale de blé, nous avons dû réviser à la baisse les chiffres pour passer de 676 millions de tonnes à 651 millions de tonnes. Cependant, il y a des raisons d'être optimiste. Il y a d'abord les progrès technologiques. Si l'on regarde les développements dans l'amélioration variétale, notamment avec les progrès dans le séquençage des gènes, il y a des possibilités d'un accroissement important, non seulement de la productivité, mais aussi
de possibilités d'obtenir des variétés résistantes aux maladies, résistantes aux insectes, etc. Mais d'ores et déjà, dans des pays développés, comme en Europe, comme aux États-Unis, 2 à 4% de la population produit suffisamment pour nourrir, pour faire face à la demande nationale et exporter. Dans les pays du tiers-monde, dans beaucoup d'entre eux, surtout les pays les moins avancés, 80% de la population ne produit pas suffisamment pour faire face à la demande nationale. Donc vous voyez le gap de potentiel de productivité et donc d'accroissement de la production mondiale si d'une part on fait le transfert de technologie et si surtout on augmente l'investissement dans le domaine agricole. Investissement à 2 niveaux, au niveau de l'aide publique au développement, puisque la part de l'agriculture est passée de 19% en 1980 à 3% en 2006. Cette part de l'agriculture est en train de remonter à 6%, 7%. Si on peut accélérer ce processus, on aura des opportunités de croissance de la production mondiale. Et de plus en plus, depuis la crise de 2007-2008, il y a un effort d'investissement privé dans l'agriculture qui permet aussi de stimuler la production. Nous essayons de créer les conditions d'un cadre qui soit favorable aussi bien aux pays qui sont déficitaires en développement qu'aux pays qui investissent pour que ce code de conduite permette de trouver des intérêts pour les différentes parties prenantes. Mais on ne peut pas ne pas signaler aussi que nous sommes dans un monde étrange en agriculture, puisque malgré toutes ces données, nous avons atteint 1 milliard de personnes qui ont faim dans le monde, soit 1 personne sur 6. Et en même temps, nous avons aujourd'hui 30 pays en voie de développement qui sont en situation de crise alimentaire nécessitant une aide alimentaire d'urgence. Mais comme la population mondiale est en train de croître pour passer de 6,5 milliards à 9,2 milliards à l'horizon 2050, on voit l'intérêt de ce secteur économique pour les investisseurs, pour le secteur privé. Et vous voyez déjà les luttes pour le contrôle du secteur des engrais, puisque ces engrais vont aussi jouer un rôle important dans la capacité d'augmentation de la productivité agricole du monde. La lutte aussi pour l'acquisition de terres. Est-ce que vous considérez, Jacques, que ce dossier crucial pour l'avenir de la planète est suffisamment bien pris en compte au niveau du G20 ? Oui, nous avons, comme vous le savez, été les premiers à dire qu'il faut faire attention. D'un côté, il est indispensable de stimuler l'investissement privé dans l'agriculture pour faire face à la demande d'une population qui est en croissance et quand il y a déjà 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Mais il faut le faire dans des conditions qui garantissent des avantages réciproques des pays en développement qui ont les terres, qui ont l'eau, qui ont la main-d'œuvre, et les pays qui ont des ressources financières, la technologie et la capacité naturellement de gestion, ainsi que les marchés. Et nous avons lancé à l'Assemblée générale des Nations unies, avec notamment le soutien du Japon, mais aussi en relation avec la Banque mondiale, le FIDA, un programme en vue d'arriver à un code de conduite
en matière d'investissement privé dans l'agriculture pour que les intérêts des différentes parties soient préservés. Jacques, merci infiniment. Au total, vous avez le sentiment qu'on progresse néanmoins sur ce dossier si compliqué et si décisif? Oui, vous savez, je dis toujours, je suis un optimiste structurel, donc je pense qu'il y a toujours des raisons d'espérer. Et comme le disait le représentant de la Chine, avec le mot crise, il y a le mot opportunité. Donc il faut jouer sur les opportunités. C'est magnifique, Jacques. On vous laisse ces mots-là pour la conclusion. Nous allons arrêter cette session et vraiment remercier Jürgen Wanyen en Chine, Harry Bhartia à New Delhi, Tom Deneuillou, Jacques Diouf, j'espère que je n'ai oublié personne. Je dois dire que c'est un peu nouveau ce job d'animateur. Et John Chambers, bien sûr, qui nous a accueillis. Et vraiment, je pense que c'était une expérience tout à fait intéressante. Je note en conclusion qu'il y a plus de signes de confiance, certes raisonnable et prudente, mais de confiance néanmoins que de signaux d'inquiétude, même s'il y a une demande de clarification et de certitude très clairement formulée par notre ami Tom Deneuillou. Merci à vous tous et que l'université d'été du MEDEF se déroule dans un cadre, encore une fois, sans tabou et serein. À bientôt.